Salut les randonneurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale car on va parler de cette année 2022 qui était riche en émotions et riche en randonnée et en bivouac. Le but de cette vidéo, ça va être de revivre les moments forts de cette année, comme mon premier bivouac à moins 15 degrés devant un glacier, la fois où j'ai fait un stage d'igloo, mes vacances dans les Dolomites ou encore la fois où j'ai marché sur le plus long glacier d'Europe. Allez, c'est parti pour cette rétrospective 2022. On commence cette année 2022 avec un bivouac plus que glacial, moins 15 degrés. C'est le bivouac le plus froid que j'avais fait à l'époque. Donc on est parti pour faire un petit tour en raquette pour aller voir une grotte sous un glacier. C'est le glacier de Zinal en Suisse et on a décidé de faire un petit bivouac devant histoire de bien profiter du lieu car en général la journée il y a pas mal de monde. Par contre le soir et le matin c'est un petit peu plus tranquille, donc si on est sur place c'est quand même mieux pour apprécier la chose. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, à l'aller, il faisait pas vraiment un temps très intéressant, beaucoup de nuages, si je me souviens bien, il pleuvait même un petit peu et il faisait déjà relativement froid. Le soir, pour se réchauffer, on a quand même décidé de se faire une petite raclette à l'intérieur de la tente et franchement, ça faisait du bien car il faisait vraiment très froid dehors. Je me souviens encore, on avait la bouteille de vin blanc qui était dans l'entrée de la tente et elle a commencé à geler. Et le vin, en général, ça commence à geler entre moins 10 et moins 15 degrés. Donc je vous laisse imaginer comment il faisait froid. Mais finalement, tout s'est bien passé. On a une nuit relativement confortable et surtout le lendemain, il faisait grand beau et on a pu profiter de la grotte de glace avec toutes les lumières, le soleil. C'était vraiment un beau bivouac pour commencer cette année 2022. On enchaîne avec un autre bivouac dans la neige, mais celui-ci beaucoup plus difficile physiquement. On est parti à 3 et on avait cette fois les skis rando et pas les raquettes. Et cette fois-ci, on a fait une randonnée d'environ 6 heures pour atteindre notre objectif. Donc je peux vous dire qu'on était bien fatigué de faire 6 heures de randonnée avec le sac à dos de bivouac, la tente, la nourriture, tout ce qu'il faut pour dormir. C'est pas la même chose que de faire du ski de randonnée avec un petit sac tout léger. Donc à la fin des 6 heures, on était vraiment claqués. Mais c'était vraiment un superbe spot. On était là perché entre deux montagnes dans une espèce de petit col comme ça. Et il y avait vraiment beaucoup de neige, donc ça c'était vraiment très intéressant. On a eu de la chance, c'est qu'on a eu beaucoup de soleil tout du long, mais la dernière partie était tellement raide qu'on a dû enlever les skis pour pouvoir faire les derniers 50 mètres, parce que là, si on glissait avec les skis, avec les conversions, on allait se retrouver au moins 100 mètres plus bas, et je ne sais pas dans quel état. Du coup, on a mis les skis dans le dos en plein milieu de la montée, et on a fini pour arriver à ce sommet, enfin je dis sommet, mais on était plutôt entre deux sommets, comme vous pouvez le voir sur ces images du drone. Et là, on a eu le droit à un magnifique coucher de soleil avec cette neige et puis toutes les montagnes en face. C'était vraiment superbe et des couleurs, mais vraiment comme j'ai rarement vu. La nuit était plutôt tranquille et puis le lendemain matin, on a eu le droit à une longue descente à ski. Et oui, vu qu'on avait quand même pas mal marché pour monter, on avait forcément la récompense le lendemain. En plus de ça, si je me souviens bien, la neige était plutôt bonne, donc on s'est fait plaisir. Malgré la fatigue, on avait quand même les jambes qui à la fin de la journée étaient bien fatiguées. Mais en tout cas, je garde un très bon souvenir de ce bivouac qui était très physique. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'organise également des stages de bivouac à la montagne pour vous apprendre les bases du bivouac et j'en organise autant en été comme en hiver. Et d'ailleurs, ça nous amène à notre troisième sortie, le stage d'igloo. Et oui, c'était la première fois que j'invitais des personnes à me rejoindre pour faire un stage igloo. Le but étant de construire son igloo et ensuite de dormir à l'intérieur. Et je peux vous dire que l'ambiance était au rendez-vous avec une équipe super motivée et surtout un cadre magnifique. On était dans les Alpes suisses, entre les montagnes, à moitié dans une forêt. Et on avait vraiment un temps qui était magnifique, comme vous pouvez le voir sur ces images. On avait vraiment un soleil qui était là tout du long. Et du coup, ça a vraiment mis une bonne humeur. Et pour ceux qui ne savent pas, construire un igloo, ça demande quand même un petit peu d'effort. Hein. C'est pas comme monter sa tente, tac tac, on l'ouvre et c'est fini. L'igloo, il faut vraiment le construire. Donc là, on a choisi une technique qui est la plus facile à mettre en place et surtout la plus rapide parce qu'on n'a pas envie non plus de dégoûter les gens. On fait un tas de neige tous ensemble et ensuite les gens commencent à creuser l'intérieur pour faire le petit nid douillet pour la nuit et ça nous a pris entre 2 et 3 heures, donc c'était relativement rapide contrairement à un igloo bloc. Une fois j'en avais fait un comme ça m'a pris 5 heures, donc là ils étaient plutôt efficaces avec cette technique là. Pour la soirée on avait prévu une petite fondue
à la Belle Étoile, donc ça c'était plutôt sympa. Et ensuite on allait se réchauffer dans les igloos, car oui, la neige est un excellent isolant, et quand dehors il fait bien froid, à l'intérieur de votre igloo, si vous l'avez un petit peu fermé, vous verrez, la température va bien augmenter. Et d'ailleurs, j'organise encore des stages cet hiver. Donc si jamais, allez faire un tour sur le site randofacile.ch. Pour cette prochaine aventure, on part dans une cabane, et pas n'importe laquelle, c'est la cabane de Fenestral. Et pour moi, c'est l'une des plus belles cabanes de Suisse, car tout son réfectoire est une grande baie vitrée qui offre une vue, mais juste magnifique, sur 2 lacs, plus toute la vallée. Et si je me souviens bien, on voit même le Mont Blanc depuis cette cabane. Donc, on est parti depuis la station d'Ovrona. On a pris un petit télésiège pour nous faire gagner du temps, car on n'était pas forcément très en avance ce jour-là. En plus, la météo était plutôt incertaine pour cette fin de journée. Donc, l'idée, c'était de rejoindre la cabane avant la fin de la nuit, histoire d'arriver au chaud et en toute sécurité. Donc là, on a enfilé nos skis, nos pots de phoque, on est monté en télésiège et ensuite, on a commencé à traverser la vallée jusqu'à arriver à cette fameuse cabane. Et on avait vraiment de la chance, car ce soir-là, la cabane n'était pas gardinière, comme c'est le cas durant cette saison d'hiver. Mais la chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait seulement un seul autre groupe. Et en plus, il arrivait bien plus tard. Eux, ils ont dû galérer un petit peu plus à monter. Du coup, on avait la cabane que pour nous. On était 8, si je me souviens bien. Et c'est une cabane qui est vraiment bien faite, parce que comme je l'ai dit, déjà, elle est très belle. Mais en plus, sur place, il y a déjà beaucoup de choses pour la consommation. Il y a les réchauds à fondu, il y a les bières, il y a un peu de nourriture. Et ensuite, on n'a qu'à laisser l'argent et on peut se servir. Et ça, c'est vraiment pas mal si on n'a pas envie de porter sa bouteille de blanc jusqu'à la cabane. Du coup, on a bien pu profiter de cette soirée en cabane. On a bien rigolé. En plus, vu qu'on n'était pas beaucoup, on a pu avoir chacun son dortoir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ont déjà dormi en cabane, vous savez que si vous êtes avec un ronfleur dans le même dortoir, vous n'avez pas la même nuit. Du coup, on a passé vraiment une bonne petite nuit. Le lendemain matin, on n'a pas tout de suite chaussé nos skis parce qu'on a décidé de prendre un espèce de raccourci. Donc, on a mis les skis sur le sac à dos et on a commencé à monter une pente bien raide. Et c'est seulement au sommet de cette pente qu'on a commencé à mettre les skis pour rejoindre la dent de Morcle qui est à presque 3000 mètres d'altitude. Donc là, on avait vraiment de la chance. La météo était très bonne, contrairement à la veille où c'était un petit peu plus mitigé. Et du coup, on a atteint le sommet durant la matinée. On a pu profiter de faire quelques photos en haut. Et là, il y a quand même pas mal de monde qui nous a rejoints. Et ensuite, on a eu le droit à une très belle descente. Je me souviens encore, un passage dans un petit couloir qui était vraiment sublime. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans cette randonnée. Et franchement, ce que je retiendrai le plus, c'était cette cabane en hiver qui est non gardiennée. Donc, on est vraiment tranquille et surtout avec cette mer de neige tout autour de nous. C'est vraiment un très beau souvenir. Voilà, les saisons d'hiver touchent à sa fin, on est maintenant fin du printemps et c'est le début de l'alpinisme. Et pour ça, rien de mieux que de commencer par un sommet qui est précédé par un joli glacier. Pour ça, on a décidé de faire le sommet des Diablerets. Donc pour ça, on a pris les cabines, monté à Glacier 3000, on a marché le long des pistes avant de rejoindre le sommet du dôme, où là, on a fait une petite descente d'escalade vraiment toute légère, histoire de se mettre en forme avant de rejoindre le glacier des Diablerets. Et là, on avait vraiment un magnifique glacier devant nous. Étant donné que ce n'était pas encore l'été, la neige n'avait pas fondu. On avait vraiment le glacier qui était tout lisse juste devant nous. La trace était là pour nous, direction le sommet. Et c'était vraiment une belle randonnée. On était 4, donc une cordée plutôt agréable. On est arrivé au sommet, on a pu profiter de faire un petit pique-nique, mais pas forcément le temps de faire trop long, car il fallait encore retourner si on voulait prendre la dernière cabine. Et là, c'est un peu comme toujours, quand on compte sur la cabine pour redescendre, on a intérêt à pas la louper, sinon on doit se taper 1600 mètres de dénivelé en plus. Donc finalement, le retour s'est fait quand même plus vite qu'espéré, parce qu'on a quand même marché un peu plus vite à la descente qu'avant à la montée, ce qui est normal. Du coup, tout s'est bien passé et on a vraiment pu profiter de cette première sortie d'alpinisme de la saison. On enchaîne avec une autre sortie d'alpinisme et cette fois, c'est sur le glacier du Trian qui est juste à la frontière entre la Suisse et la France. Donc là, on est parti de Champellac, qui était un village que je ne connaissais pas du tout, mais avec un lac qui est vraiment magnifique. On se croirait vraiment aux États-Unis avec toutes ces forêts de sapins et le lac, tous les chalets autour. C'était vraiment magnifique. Donc là, on est parti pour une randonnée qui
Je ne pensais pas qu'elle était autant longue. Sincèrement, il y avait des moments où je disais, bon, c'est quand qu'on arrive, vous savez, comme quand on est enfant, dans la voiture. Mais sinon, c'était vraiment des paysages magnifiques. Donc au début, on n'est pas tellement dans le mode haute montagne, glacier, etc. parce qu'on est encore un peu dans des falaises avec de la végétation. Et puis petit à petit, on avance, on commence à voir le glacier, on commence à voir la roche. Et là, qu'on se dit, c'est bien, on arrive gentiment. Mais non. La première cabane qu'on arrive, c'était pas celle de notre objectif, car oui, c'était une sortie sur 2 jours. Donc on est arrivé à la première cabane où on a pu faire une petite pause et ensuite on a continué à monter. Et c'est là que les choses sérieuses ont commencé à arriver, car on était encore au tout début de l'été, il y avait encore pas mal de neige, donc c'était pas évident pour avancer. Donc on a mis les crampons et on a commencé à monter dans la neige. Mais bon, c'était une neige de printemps, donc c'était quand même compliqué à avancer. Vous savez, c'est le genre où on fait un pas et on recule d'un demi-pas à chaque fois. Donc je me souviens que c'était une montée très fatigante. En plus de ça, il faisait relativement chaud. Mais bon, après quelques efforts, on est arrivé à la cabane. Et là, vraiment, c'était incroyable. C'était comme j'avais vu sur Internet, cette mer de glace juste devant nous. Et là encore, on était assez en début de saison. Du coup, le glacier était encore bien blanc, bien recouvert de neige. On a vraiment pu profiter du spectacle. Et notamment avec un beau coucher de soleil. Je me souviens avoir vu de très belles couleurs. Après, on était l'un des derniers à être dans cette cabane, car ensuite, la cabane du Trian a été... là, elle est mise en travaux pour 1 ou 2 ans. Donc, il faudra attendre encore un petit moment avant de pouvoir profiter de cette cabane. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'on est allé là-bas ce jour-là, histoire de profiter de cette magnifique vue, car franchement, c'est un des plus beaux glaciers que j'ai vus. Le lendemain, on est redescendu par le glacier. Et là, on s'est vraiment bien amusé, parce que c'était quand même bien moins fatigant à la descente. Surtout qu'on est au lieu de monter un peu par la roche comme on avait fait, cette fois on est descendu plutôt sur la longue glacière. Du coup, c'était beaucoup plus rapide à descendre et on a pris beaucoup de plaisir à glisser également sur le glacier. Parlons maintenant des Dolomites, car oui, je suis parti 5 jours dans les Dolomites et croyez-moi, c'était toute une aventure. J'avais déjà vu plein de choses sur Internet, plein de spots magnifiques et franchement, c'est vrai, c'est comme ça dans la réalité. On a vraiment des super spots. Par contre, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est vraiment tellement connu dans le monde entier qu'il y a du monde partout. Donc c'est là que c'est intéressant de faire peut-être un petit peu de bivouac ou en tout cas de dormir en cabane pour pouvoir profiter des endroits directement le matin ou alors le soir quand il y a un petit peu moins de monde. Mais c'était vraiment une très belle région. En plus, on a eu pas trop mal de chance avec la météo. On a eu relativement beaucoup de soleil, donc ça nous a vraiment permis de profiter de l'endroit. Après, c'est vrai qu'il y a eu quelques épisodes un petit peu compliqués. Je me souviens d'un soir où on voulait partir pour aller dans une direction et au plein milieu de la randonnée, il a commencé à avoir un orage, enfin surtout beaucoup de pluie et beaucoup de vent, donc je dirais plutôt une tempête. On s'est réfugié à l'entrée d'une petite chapelle et là ça continuait à pleuvoir et pour finir on s'est dit bon, on n'a pas trop le choix, il va falloir qu'on revienne en arrière et on a dormi dans la voiture et croyez-moi, c'était pas la meilleure nuit que j'ai passée. Sinon, comme vous l'avez certainement vu sur les photos, il y a aussi de magnifiques lacs là-bas. C'est vraiment un des endroits que j'ai préféré, c'était les différents lacs qu'on a visités. Et là encore, il y a beaucoup de monde, donc je vous conseille d'aller soit très tôt le matin, soit plus tard en fin de journée. Et ce qui m'a le plus interpellé, je dirais, dans les Dolomites, c'est le nombre de personnes et surtout le nombre de personnes inexpérimentées. Je me souviens encore quand on faisait des randonnées pour accéder à un lac qui était franchement pas une randonnée si facile. Le terrain était déjà très difficile, beaucoup de gros rochers, etc. Et en plus de ça, c'était assez raide et il y avait des passages où il y avait vraiment le vide à côté de nous. Et là, on voyait des gens qui partaient en tongs, avec des enfants relativement en bas âge. Et on se disait, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour aller jusque là-bas en haut? Et d'ailleurs, on a vu plein de gens faire demi-tour. Donc sachez que les Dolomites, c'est vraiment très sympa. Mais les randonnées, il faut quand même avoir un certain niveau. Alors après, comme partout, il y a des randonnées pour tous les niveaux. Mais en tout cas, moi, j'étais surpris du nombre de personnes sans expérience qui se lançaient dans des randonnées qui avaient l'air pas forcément très faciles. Mais bon, si vous êtes sur la chaîne Rando Facile, c'est certainement que vous aimez la randonnée et que vous avez un bon niveau. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller dans les Dolomites car c'est vraiment un endroit magnifique. On a vraiment pu faire de superbes photos, passer de très beaux moments, comme vous pouvez le voir sur ces images. Mais je vous conseille d'aller plutôt en début de saison ou alors à la fin de saison, car comme ça vous pourrez un petit peu mieux profiter des lieux. On va maintenant parler d'une de mes sorties préférées de cette année 2022 et c'était certainement aussi l'une des plus dures, c'est le glacier d'Aletsch. Donc pour ceux qui ne savent pas, le glacier d'Aletsch, c'est le glacier le plus long d'Europe. Il fait, si je ne me trompe pas, 24 km.
Donc c'est pas du petit glacier. Et pour moi, cette sortie, elle me tenait vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis maintenant un petit moment. Et malheureusement, il y a 2 ans, j'avais voulu le faire et j'avais eu un accident et je m'étais fait une entorse à la cheville. Et du coup, c'était un petit peu raté pour faire cette sortie sur le glacier. Mais maintenant, 2 ans plus tard, on a réuni la bonne équipe avec la bonne motivation et c'est parti pour aller faire le glacier d'Aletsch. Donc on a commencé par prendre une télécabine pour arriver dans une station. Ensuite de là, on a fait une marche d'approche d'environ 2 heures avant d'arriver au glacier. Et là, waouh, on arrive devant ce glacier d'Aletsch et franchement, c'est tellement impressionnant. On ne se rend pas compte, mais on dit 24 km, c'est vraiment énorme. On voit cette glace qui part à perte de vue, qui monte jusqu'au sommet en face de nous, la Jungfrau, où il commence, enfin un des points du commencement de ce glacier, car en fait, il arrive de plusieurs endroits. Et on se dit, waouh, on doit aller jusque là-bas. On regarde en face et on voit... Je me souviens même plus si on voyait la cabane parce qu'on n'est pas allé juste tout au bout du glacier, mais environ aux 3/4, il y a une cabane et c'était ça notre objectif du jour, c'était d'aller dormir dans cette cabane-là. Et je me souviens plus si on la voyait dès le début, mais en tout cas on se disait waouh, on aura vraiment beaucoup de travail pour y arriver. Du coup, paf, on enfile nos crampons, on s'encorde et c'est parti. Et là, franchement, c'était pas évident parce qu'on commence tout de suite avec des crevasses qui sont énormes. Et en fait, ce qui est difficile, c'est de se repérer, trouver un chemin, par quel endroit passer pour arriver là où on veut. Alors, on avait un petit peu des cartes, regarde un peu les itinéraires, mais bon, le glacier, il bouge, il évolue, donc les chemins, ils sont aussi amenés à changer. Et je dirais que pour l'aller, on s'en est pas trop mal sorti. On a plus ou moins bien trouvé notre chemin. C'était un peu moins le cas pour le retour, mais ça, je vous explique juste après. Sinon, durant cette marche sur le glacier, on n'avait pas forcément une météo qui était très agréable avec nous. On avait plutôt un temps plutôt gris. Et puis, je dirais même vers la fin, une fois qu'on est arrivé au pied de la cabane, qui était quand même, je crois, 100 ou 200 mètres au-dessus du glacier. Et là, on a dû faire un petit peu d'escalade. Et là, il a commencé à pleuvoir. Mais pendant tout le long de la montée, sur ces falaises ou ces roches, il pleuvait. Donc, c'était vraiment pas facile. C'était très glissant. Et c'est quand même assez engageant parce qu'on était vraiment dans ces falaises. Et c'était de la grimpe pour arriver jusqu'à cette cabane-là. Et du coup, c'était pas évident. Ça faisait déjà, je sais plus combien d'heures. Je crois qu'on a fait 6 ou 7 heures avant d'arriver à la cabane. Plus ou moins dans ces eaux-là. Donc vous voyez, marcher 6 heures avec les crampons aux pieds, c'est assez fatigant avec ces chaussures d'alpi qui sont bien rigides. Du coup, on était très content d'arriver à la cabane et de pouvoir prendre une petite bière. Ensuite, on a passé aussi une excellente soirée. On a discuté avec d'autres gens qui étaient dans la cabane, avec des guides. On leur demandait un petit peu conseil pour le lendemain. Parce qu'on s'attendait déjà à avoir des problèmes d'orientation sur ce glacier, car il y avait vraiment des énormes crevasses. C'est très difficile à les éviter et à trouver un chemin. On a eu la chance aussi ce soir-là, c'est qu'il y avait peu de monde dans la cabane, donc on a aussi pu avoir un dortoir que pour nous, donc ça c'est toujours très apprécié. Le lendemain matin, on part pour le retour, et là, la descente, franchement, ça s'est passé mieux que la veille, étant donné qu'il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de brouillard, donc on voyait où on mettait les pieds, c'était quand même beaucoup plus simple. Par contre, oh là là, qu'est-ce qu'on s'est perdu sur ce glacier? Je pense qu'on a passé au moins 1h30 pour faire le premier kilomètre. On était là, on zigzaguait dans tous les sens pour essayer de trouver le chemin pour aller en bas du glacier. Mais il y avait des crevasses partout, on n'arrivait pas à passer, c'était vraiment très pénible. On est revenu plein de fois en arrière et finalement on a réussi à trouver notre chemin. Et une fois qu'on avait passé ce passage un petit peu difficile, on a pu suivre la moraine et là c'était quand même beaucoup plus facile. Et là, je ne sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, mais j'ai mes crampons qui se sont cassés, mais vraiment 200 mètres avant de sortir du glacier. Donc c'est pas de chance parce que bon, ça devrait pas arriver. Mais par contre, j'ai eu de la chance que ce soit arrivé seulement à la fin du glacier. Parce que sinon, je pense que ça aurait été un petit peu plus compliqué. Et ensuite, c'était encore plus pénible, je dirais, parce que là, on avait les chaussures d'alpinisme, on sort du glacier, mais on avait encore nos 2 heures de marche jusqu'à la telle cabine. Et là, j'avais un de ces mal de pied après avoir marché, je ne sais pas combien de dizaines de kilomètres dans ces chaussures d'alpi avec les crampons. Je vous jure que mes pieds, ils étaient lessivés et j'attendais qu'une chose, c'était de les enlever pour pouvoir aérer mes pieds parce que ils ont bien souffert quand même pendant cette sortie. Mais c'était mon rêve de marcher sur ce glacier. Ça faisait un moment que j'attendais de faire cette sortie et j'étais vraiment très content d'avoir pu le faire. Et en plus, le deuxième jour, on a eu une météo qui était bien plus clémente. Et du coup, ça nous a vraiment fait plaisir d'être sur ce glacier. Cette fois-ci, on part pour une nuit dans une petite cabane qui ressemble un petit peu à un igloo. C'est la cabane des Pantalons Blancs. Donc, c'est censé être une petite randonnée
standard, je crois qu'elle est cotée T4, donc pas trop difficile encore. Enfin, ça c'est ce qu'on imaginait avant de partir. On s'est dit oui, petite soirée tranquille dans une cabane, dans une petite hutte, ça va être sympa, en plus le niveau est pas trop compliqué. Et finalement, la sortie était un peu plus compliquée que prévu et surtout, elle a duré bien plus longtemps. Donc là, on part du barrage de Tsiosier en Valais, on fait une marche d'approche relativement plate vu qu'on longe le lac. Donc là, c'était nickel, il faisait beau, heureusement ce jour-là. Et ensuite, on arrive devant la montagne qu'on doit gravir. Ensuite, on doit marcher sur une arête, redescendre un peu, traverser un glacier et ensuite monter encore un tout petit peu et on arrive à cette fameuse cabane. Et en fait, ce qui arrive des fois en montagne, c'est qu'on voit le sommet et on se dit ok, ça va, c'est là-bas, on fait notre montée, on y arrive. Sauf que là, en fait, c'était mais toujours, on croyait qu'on arrivait et en fait, c'était seulement un sommet intermédiaire. Vous voyez, parce qu'ils sont toujours cachés les uns derrière les autres et chaque fois on dit ah ouais, c'est bon, on est là-bas, dans une demi-heure, on y est. Et en fait, ça s'enchaînait et la montée était interminable. Une fois qu'on arrivait plus ou moins au sommet, il n'y avait plus qu'une arête à marcher. Et là, on se dit, bon, ça va, c'est déjà un petit peu mieux. On a fait le plus dur. Et en fait, pas du tout. On croyait qu'on était bientôt arrivé, mais une mauvaise surprise allait arriver. Donc là, on commence à marcher sur cette arête qui est relativement plate au début. Je dirais même presque que c'est un plateau. Et depuis là, on arrivait déjà à voir notre cabane qui était quand même bien plus loin. Mais au moins, ça faisait plaisir. On la voyait. Et du coup, on avance, et à un moment donné, l'arête, elle devient beaucoup plus étroite. Et là, on regarde sur la carte et on dit, bah tiens, le chemin, il passe à droite. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est qu'il y avait encore un petit peu de neige, il y avait très peu de gens qui étaient passés, et c'est pas une randonnée qui est très pratiquée non plus, donc on voit pas vraiment la sente, on voyait pas de traces dans la neige ou pas beaucoup d'indications. Et là, on décide de suivre ce qu'on voit sur la carte, enfin sur le site internet en l'occurrence, parce qu'on ne voyait pas d'indication sur le terrain. Et là, on commence à avancer, on arrive un peu dans un pierrier où il y a quand même un petit peu de la neige. Et puis on avance, et là, on voit toujours pas de chemin ou rien qui peut ressembler à un chemin. Et on se dit, mais ça vient de plus en plus engagé. Et si vous voulez, il y avait l'arête qui était vraiment bien au-dessus de nous, puis nous on l'a contourné un petit peu comme ça sur le côté, et là ça devenait vraiment de plus en plus périlleux. En plus on n'avait pas forcément de crampons ou de piolets avec nous, et là on dit mais qu'est-ce qu'on fait quoi? On est bloqué dans ce pierrier. En plus c'était un pierrier, pas forcément avec des grosses pierres, mais plutôt des petites pierres et assez sablonneux, donc dès qu'on posait le pied dessus avec la neige, bah, ça glissait, et du coup on n'avait vraiment pas envie de glisser droit en bas de la falaise. Et du coup là on a dit bon, revenir en arrière, ça va être compliqué, donc notre seule solution, ça va être de monter sur l'arête, et depuis l'arête, peut-être que là, on verra le chemin. Et là, du coup, on commence à monter, sauf que plus on monte, plus les rochers deviennent gros, et la falaise aussi. Et du coup, là, ça finit en escalade sur les derniers 10 mètres pour arriver au sommet de l'arête. Et là, c'était vraiment pas drôle, hein. Il y a des moments où on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on revient en arrière? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on appelle l'hélicoptère? Parce que, mine de rien, on commençait à être fatigué, on savait pas trop où on était. Et franchement, on avait beau regarder la carte avec l'itinéraire, on disait, mais on est au bon endroit, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, on a réussi à rejoindre le sommet de l'arête. Et là, juste à côté, mais de l'autre côté, on voit le chemin. Tout facile, tout tranquille. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est que le chemin était sur la carte. Et malheureusement, à cause de la neige, les marques n'étaient pas forcément très visibles non plus. Donc, on a simplement pris la mauvaise direction. Alors, heureusement, depuis, ils ont corrigé l'itinéraire sur le site. Donc, ça ne devrait pas arriver à d'autres personnes. Mais en tout cas, nous, on a eu une bonne frayeur. Et heureusement qu'on faisait un petit peu de grimpe parce que ça nous a bien aidé dans ces passages difficiles. Du coup, on a quand même perdu pas mal de temps. Le soleil commence à se baisser, donc il fallait vraiment qu'on se dépêche parce que notre but, c'était quand même d'arriver avant le coucher de soleil à la cabane, histoire de profiter un petit peu. Donc là, on continue notre arête. Et ensuite, comme je l'ai dit au début, il faut qu'on descende pour aller sur un glacier. Et là, c'était une descente mais vraiment bien raide. Heureusement, il y avait des chaînes, donc on a pu quand même s'accrocher un petit peu aux chaînes, descendre tranquillement en bas, traverser le glacier, c'était 200 mètres, donc relativement facile, et ensuite on arrive à cette cabane qui ressemble un petit peu à un igloo quand même, et franchement on est perché là au milieu de tous ces glaciers, on est tout seul, une petite cabane, et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur c'était vraiment très cosy, très chaleureux, il y avait un petit poêlon, on a pu se faire une bonne petite fondue le soir, tout en profitant aussi du coucher de soleil. Et surtout, ce qui m'a le plus plu dans cette cabane, c'est les toilettes. Donc, c'est un bâtiment à côté. Et quand vous êtes sur les toilettes, vous avez une petite fenêtre devant vous. Et là, vous voyez tout le massif du Mont Blanc, si je ne me trompe pas. En tout cas, au loin, on peut le voir. Et on a eu un coucher de soleil, mais waouh, avec des couleurs juste incroyables. Donc, vraiment un très beau souvenir.
Par contre, le lendemain, on avait quelques appréhensions pour redescendre parce qu'on dit est-ce que ça va être la même galère, est-ce qu'on va à nouveau avoir des problèmes pour redescendre avec le chemin, etc. Et finalement, cette fois-ci, on a réussi à retrouver le chemin, on a suivi le chemin tout du long et franchement, c'était bien plus facile de ce côté-là que de l'autre côté dans le Pierrier. Donc, voilà quoi. Faites des bonnes recherches avant de partir. Si vous n'êtes pas sûr du chemin, ne vous aventurez pas non plus trop dans des endroits qui pourraient être dangereux. Là, on a eu de la chance. On a pu remonter et retrouver le chemin, mais on n'a pas fait les malins sur le moment. Mais en tout cas, c'était vraiment une très belle expérience. Encore une randonnée qui a duré plus longtemps que prévu, mais franchement, ça en valait la peine. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que vous aimez la randonnée et le bivouac. Vous êtes au bon endroit, c'est exactement ce dont parle cette chaîne. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir, ça aide beaucoup la chaîne, et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, la fin de l'année approche, mais on ne va pas se quitter comme ça. Histoire de bien finir en beauté, on va se faire un petit bivouac en solo à 3000 mètres, histoire de bien tester ses limites. Donc pour ça, on repart dans un endroit qu'on connaît bien, dans la région des Diablerets. Et là, je connaissais un petit spot que j'avais déjà visité au début de l'année. Et c'était vraiment un endroit hyper pratique, assez facile d'accès. Et surtout, il y avait encore pas mal de neige pour un début de saison. Enfin, plutôt déjà pas mal de neige pour un début de saison. Et c'est exactement ce que je recherchais. Et en plus, pendant la nuit, il a fait autour des moins 12 degrés. Donc, c'était un bon moyen de tester mon nouveau sac de couchage. Et là, c'était juste magnifique car il a fait beau du début à la fin du bivouac. Il y a plein de gens qui sont passés en ski de rando. J'ai pu discuter avec eux. C'était vraiment un très beau moment. Même si j'ai fait un bivouac solo, finalement, j'étais pas si seul que ça. Et petite anecdote pour ce bivouac-là. C'était environ, je crois, 16h, 16h30. Et là, je vois quelqu'un qui arrive en ski de randonnée. Il n'avait pas l'air d'être super bien équipé, en tout cas pas très bien orienté. Et je vais vers lui pour lui parler. Puis il me dit ah, le sommet là-bas, tu crois que j'y suis dans combien de temps? Puis je lui fais je pense depuis ici, il faut environ 2 heures de temps, mais il faut traverser un glacier, donc tu peux pas y aller seul, il faut être équipé, etc. Ah bon, d'accord. Puis je lui dis mais tu vas où? Il me dit ah, je sais pas, je me balade. Je suis venu depuis le télécabine à la station là-bas. Puis je lui fais mais tu rentres comment? En télécabine. Et là, je lui ai dit, mais les télécabines, tu sais, qui ferment entre 16h et 17h, je ne sais plus exactement. Ah bon, comment ça se fait? Il faut que je me dépêche. Je fais, bah oui. Puis si ça se trouve, elles sont peut-être déjà fermées, les cabines. Et là, du coup, branle-bas de combat, il prend ses affaires, il met ses skis, il enlève les pots, etc. Je lui donne un coup de main et après, paf, il trace direction la station. Puis je lui dis, mais si tu trouves un pisteur ou un dameur ou quelqu'un sur place, va tout de suite vers lui parce que lui, il pourra t'aider, soit t'amener direct à la station plus vite, soit t'aider à redescendre. Et j'ai vu après ses stories, parce qu'il m'avait ajouté sur Instagram, que finalement il a réussi à trouver des pisteurs, il a même eu le droit à faire un petit tour en motoneige avec les skis derrière, et finalement il a pu rentrer chez lui, donc tout s'est bien terminé. Mais faites attention, renseignez-vous bien avant de partir en montagne avec la météo, avec votre équipement, prévoyez aussi vos itinéraires, ne partez pas à l'inconnu, ça peut être dangereux, car vous pouvez vous retrouver dans des terrains qui ne sont pas forcément adaptés à votre matériel ou à votre niveau. Et surtout, faites attention aux horaires des remontées mécaniques si vous comptez les utiliser, car finalement, en hiver, ça peut fermer assez tôt et surtout, la nuit tombe très vite. Voilà, j'aurais encore tellement d'histoires à vous raconter de cette année, mais bon, j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 1 heure non plus. Et on va peut-être maintenant passer pour les objectifs 2023. Pour cette année 2023, j'ai quelques objectifs que j'aimerais me fixer. Le premier, ça va être de faire un bivouac hivernal à 4000 mètres. Je l'avais déjà réalisé durant la période estivale, donc là c'est un petit peu plus simple. Mais cette fois-ci, j'aimerais le faire en hiver, donc là ce sera des conditions beaucoup plus rudes avec le froid et le vent. Ça veut dire que ça demandera beaucoup plus de préparation et surtout de bien choisir sa fenêtre météo. Sinon, j'aimerais également dormir une fois en hiver à la Belle Étoile, à même la neige. Je l'avais également fait en été, mais je pense que dans un paysage hivernal, ça doit être encore plus beau. J'aimerais également cet hiver dormir sous tente à moins 20 degrés. J'avais déjà fait une fois à moins 15, mais cette fois, j'aimerais pousser les limites encore plus loin pour voir de quoi je suis capable et surtout de trouver des nouvelles techniques pour rester au chaud malgré des températures
très très fraîche. Donc ça, c'est un de mes objectifs. Et sinon, si on regarde un petit peu plus pour l'été, il y a une chaîne de montagne chez nous qui s'appelle les Dents du Midi, qui fait environ 50 km si on aimerait faire le tour. Et c'est quelque chose que normalement on réalise en 3 et 5 jours. Et moi, j'aimerais bien le faire en une journée. Donc ça va être vraiment une grosse journée. Ça va demander pas mal de préparation pour faire ce trek. Mais bon, c'est un de mes objectifs pour cette année. On verra si je le ferai comme les autres. Mais en tout cas, ça promet de belles choses. Sinon, j'aimerais continuer à être avec vous ici sur YouTube, mais également sur Instagram, à partager mes sorties, à partager les tests de matériel et surtout mon expérience pour que vous puissiez également progresser. Et je pense que cette année 2023 sera riche en expérience, en bivouac et en randonnée. Et en tout cas, je me réjouis de commencer cette nouvelle année et de partager tout ça avec vous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2023. Allez, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!